Un mot revient sans cesse sur la FIFA cette année, et il ne vient pas de supporters furieux écrivant en majuscules. Il vient d'un ancien président de la FIFA, de députés européens, d'une organisation de défense des droits humains qui saisit désormais la commission d'éthique olympique et de l'un des consultants les plus incisifs des télévisions américaines et britanniques. Ce mot, c'est dictature. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi tant de personnes et de milieux différents ont choisi exactement le même terme pendant l'été de la Coupe du Monde 2026. Commençons là où le monde du football a commencé, à Kansas City, à la 72e minute du quart de finale entre l'Argentine et la Suisse. Les Suisses venaient d'égaliser à 1 partout. Dan Ndoye avait marqué avec calme et assurance, faisant brièvement taire un stade qui attendait un succès facile de l'Argentine. Pendant quelques minutes, la Suisse a semblé meilleure, plus vive, plus affamée, portée par la liberté d'une équipe qui avait déjà éliminé la Colombie et l'Algérie pour signer son meilleur parcours mondial depuis 1954. Puis Brel Embolo a pénétré dans la surface de réparation. Il est tombé. Leandro Paredes semblait l'avoir accroché. L'arbitre, le Portugais João Pedro Pinheiro, a pris en direct la décision qui paraissait évidente. Faute, carton jaune pour Paredes, et le jeu reprend. Rien d'inhabituel ne s'était produit. Du moins, pas encore. Ce qui s'est passé ensuite est précisément ce qui poursuivra cette Coupe du Monde pendant des années. Installée dans une salle de contrôle à Dallas, l'équipe chargée de l'assistance vidéo a revu les images et découvert quelque chose que l'arbitre ne pouvait pas percevoir à vitesse réelle. Paredes n'avait en fait jamais touché Embolo. Le contact qui semblait avoir provoqué sa chute n'avait pas eu lieu. Embolo avait commencé à tomber avant même que le tacle n'arrive. Pour le dire clairement, il avait simulé. C'est ici que l'histoire se complique et qu'elle cesse d'être une simple affaire de football. Le protocole de l'assistance vidéo prévoit une disposition appelée « erreur d'identité exécutée » qui autorise les arbitres à corriger un carton lorsqu'il a été adressé au mauvais joueur. Pinheiro s'est rendu devant l'écran au bord du terrain, a regardé le ralenti et a rectifié sa décision. Il a annulé le carton jaune de Paredes. Puis il a remis la main à la poche et averti Embolo à la place pour simulation. Seul l'incident serait resté anecdotique. Mais Embolo avait déjà été averti en première période pour une faute sur Paredes, justement. Un deuxième jaune entraîne automatiquement un rouge. En environ 90 secondes, la Suisse a donc perdu un joueur, non pour un tacle dangereux ou un geste violent, mais parce que la vidéo avait corrigé l'identité du joueur averti, déclenchant une expulsion automatique. Embolo est sorti en larmes. La Suisse a joué les 38 dernières minutes du temps réglementaire et les 30 minutes de prolongation à 10 contre les champions du monde. L'Argentine a gagné 3-1. Le meilleur parcours suisse depuis 72 ans s'est achevé non sur un tir manqué ou une erreur défensive, mais sur un carton. La réaction suisse montre l'effet de la décision. Remo Freuler, milieu de 32 ans fort de plus de 300 matchs de Premier League et peu coutumier des formules dramatiques, a parlé de catastrophe. Il ne comprenait pas qu'une révision vidéo puisse transformer ainsi un match, alors que plusieurs gestes rugueux n'avaient pas été examinés plus tôt. Sa question ne portait pas vraiment sur le moment où Embolo avait commencé à tomber, mais sur la proportion. Un système conçu pour corriger les erreurs manifestes et décisives doit-il pouvoir exclure un joueur pour un carton qui n'a produit ni but, ni pénalty, ni avantage direct pour l'adversaire? Le capitaine Granit Xhaka a été plus tranchant encore. La règle existe peut-être, et les arbitres l'ont peut-être techniquement bien appliquée, mais la vidéo ne devrait pas pouvoir tuer un match ainsi, a-t-il dit. Sa frustration était simple. Son équipe tenait l'Argentine. À 11 contre 11, la Suisse pensait avoir le match. 4 mots suivront sans doute longtemps ce tournoi. À 11 contre 11, on les avait. Même Murat Yakin, le sélectionneur suisse, a fait un aveu remarquable. Il ignorait l'existence de cette règle avant qu'elle ne coûte un joueur à son équipe en quart de finale. Il a jugé la séquence inutile et très douloureuse, une occasion historique perdue sur ce qu'il considérait comme une erreur d'arbitrage, même si, à la lettre, le règlement avait été respecté. C'est dans l'écart entre exactitude technique et sentiment de justice que revient le mot célèbre de Gary Neville.
L'ancien défenseur de Manchester United, devenu consultant, a poursuivi le même thème tout le tournoi à la télévision. Quelques semaines plus tôt, pendant Qatar-Suisse, il s'était emporté lorsque la FIFA n'avait pas montré le graphique automatique du hors-jeu lié à un pénalty contesté. La FIFA avait invoqué une courte panne. Neville n'était pas convaincu. Les supporters doivent voir les preuves derrière les décisions qui tranchent des matchs de Coupe du Monde, disait-il. Sinon, cela ressemble moins à de l'arbitrage qu'à une autorité ne répondant à personne. Franchement, c'est une dictature. Quand l'affaire Embolo a éclaté quelques semaines plus tard, Neville avait donc déjà le mot. Il l'a repris pour un rouge plutôt que pour un graphique absent, mais le reproche restait le même. Il ne s'agissait pas de savoir si une décision isolée respectait le règlement, mais si un système capable d'entrer dans n'importe quel match, à tout moment, et d'en bouleverser la physionomie, sans recours ni réelle transparence pour le public, n'était pas devenu plus grand que le sport qu'il devait servir discrètement. Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage à la FIFA, a fourni la même réponse qu'à chaque fois que cette question a été posée pendant le tournoi. Il a défendu les arbitres. Il a assuré que personne ne pouvait mettre leur intégrité en doute. Il a présenté la justesse technique des décisions comme la preuve que le système fonctionnait exactement comme prévu. Mais il n'a jamais réellement répondu à la seconde question, celle que posaient Freuler, Xhaka, Yakin et Neville. Non pas si les décisions respectaient le règlement, mais si un sport peut conserver la confiance de son public lorsque chaque grand moment peut être réécrit par une procédure que personne, en dehors d'un quart régi, ne comprend pleinement. Cette tension entre exactitude technique et confiance du public suffirait à elle seule à raconter l'été. Mais elle ne se développe pas dans le vide. Elle s'inscrit au cœur d'une tempête bien plus vaste et beaucoup plus politique autour du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de son amitié toujours plus affichée avec le président des États-Unis, Donald Trump. Voici le contexte. En décembre dernier, lors du tirage de la Coupe du Monde près de Washington, dans le district de Columbia, Infantino a remis à Trump le premier prix de la paix de la FIFA, une récompense nouvelle, jamais décernée auparavant. Il l'a présenté comme ce dont le monde avait besoin de la part d'un dirigeant. Depuis, il a souvent loué Trump, écrit sur les réseaux sociaux, qu'il méritait le véritable prix Nobel de la paix et déclaré à des chefs d'entreprise à Miami que le monde devait soutenir l'action du président américain, parce que, selon lui, cela a l'air plutôt bien. Cette proximité est devenue un scandale quelques jours avant Argentine-Suisse. En 16e de finale, l'Américain Folarin Balogun avait été expulsé contre la Bosnie-Herzégovine, ce qui devait automatiquement le suspendre pour le match suivant face à la Belgique. La commission de discipline de la FIFA a pourtant levé la sanction, fait presque inédit dans l'histoire moderne du mondial, et Balogun a pu jouer. La fédération belge a protesté avant le coup d'envoi. La FIFA a rejeté son recours. Visiblement remontée, la Belgique s'est tout de même imposée 4-1. La décision est devenue explosive non seulement par son annulation, mais par ce qui a suivi. Trump a confirmé avoir personnellement appelé Infantino pour demander un réexamen, qualifiant le rouge de grande injustice. Il a évoqué leur relation étroite sans cacher qu'il s'en était servi. Infantino a répondu que les instances disciplinaires de la FIFA étaient indépendantes et qu'il avait seulement indiqué au président qu'une procédure juridique était déjà en cours. L'explication n'a presque rien apaisé. Quelques jours plus tard, plus de 70 eurodéputés ont réclamé par lettre une enquête sur la décision. Un premier courrier d'environ 50 parlementaires envoyé en juin s'inquiétait déjà du prix de la paix et de violations répétées, selon eux, des règles de neutralité politique de la FIFA. La fédération norvégienne a soutenu l'enquête. L'UEFA a jugé la levée de la suspension incompréhensible et estimé qu'une ligne rouge avait été franchie. L'escalade a ensuite franchi un cap. Fair Square, organisation londonienne de défense des droits humains et du sport, a annoncé une plainte contre Infantino auprès des enquêteurs éthiques du Comité international olympique. Elle y voit non un cas isolé, mais un schéma d'enchevêtrement politique allant du prix de la paix à l'affaire Balogun. Le TASESIO peut agir car Infantino occupe l'un de ses rares sièges individuels de haut niveau. Sa présidente, Kirsty Coventry, a assuré que toute plainte serait examinée.
C'est alors que l'autre mot revient d'une source inattendue. Sepp Blatter, ancien président de la FIFA banni pendant des années après son propre scandale éthique, accusait plutôt cette année son successeur d'avoir fait de l'organisation ce que Gary Neville nommerait ensuite à la télévision une dictature fondée non sur des règles transparentes, mais sur les relations personnelles et un pouvoir sans contrôle au sommet. Que l'on juge ou non ce mot équitable, le schéma qu'il décrit est difficile à ignorer. Au cours de ce tournoi, l'Argentine s'est retrouvée à elle seule au centre d'environ 6 controverses distinctes liées à l'assistance vidéo en seulement 4 rencontres à élimination directe. Et, dans presque tous les cas, l'interprétation technique lui a été favorable. Et il y a eu l'examen d'un contact appuyé sur Kylian Mbappé qui n'a débouché sur aucun carton. Il y a eu un but contre l'Algérie annulé après une révision remontant sur près de 100 yards, soit environ 90 mètres, dans la construction de l'action. Il y a eu une faute non examinée juste avant le but victorieux d'Enzo Fernandez contre l'Égypte, décision qui a poussé la fédération égyptienne à protester ouvertement et à affirmer que le tournoi semblait truqué contre elle, alors même que son équipe était saluée pour sa combativité. Il y a eu la suspension de Balogun, levée en 48 heures avec presque aucune explication publique, sur fond d'appel téléphonique direct du président américain. Et désormais, il y avait Embolo, expulsé en vertu d'une règle dont son propre sélectionneur avouait n'avoir jamais entendu parler, avant qu'elle ne prive son équipe d'une place en demi-finale. Rien ne prouve qu'une décision ait été prise de mauvaise foi. Collina dit sans doute vrai lorsqu'il affirme que les arbitres ont suivi le règlement. Mais c'est justement ce que lui opposent Neville, Freuler, Xhaka et des dizaines d'eurodéputés. Un système peut respecter parfaitement ses règles et perdre la confiance de ceux qui doivent le croire équitable. La FIFA répond toujours à la question de leur bonne application. Le football et désormais le monde politique à Bruxelles et Genève en posent une autre. Les règles elles-mêmes et les relations qui les dominent méritent-elles encore cette confiance ? Un détail plus discret et plus étrange se cache également dans la décision concernant Embolo. Plusieurs analystes l'ont relevé presque immédiatement, car il révèle quelque chose de dérangeant sur le fonctionnement concret de la règle de l'erreur d'identité. Le protocole vidéo n'autorise les arbitres à corriger l'identité d'un joueur averti qu'après qu'un carton a déjà été montré. Autrement dit, si Pinheiro avait vu l'action en direct et décidé de laisser le jeu se poursuivre sans sanctionner personne, l'équipe vidéo n'aurait disposé d'aucun mécanisme lui permettant d'intervenir uniquement sur la simulation. Il n'existe aucune catégorie autonome de révision destinée à punir une simulation après coup, sauf si un carton a d'abord été attribué à un autre joueur. La seule raison pour laquelle la simulation d'Embolo a pu être sanctionnée tient donc au fait que la décision initiale de Pinheiro, parfaitement compréhensible à vitesse réelle, d'avertir Paredes a ouvert une porte qui serait autrement restée fermée. La décision correcte a créé les conditions de la décision la plus lourde de conséquences. Ce n'est pas de la corruption. Ce n'est pas un parti pris. C'est ce qui se produit lorsqu'une règle techniquement cohérente rencontre une succession d'événements qu'aucun de ses rédacteurs n'avait réellement envisagés. Élargissons encore un peu le cadre et le tableau de la crédibilité de la FIFA devient plus confus. Dès la cérémonie du tirage au sort de décembre dernier, la remise du prix de la paix avait déjà suscité des plaintes officielles. Le même mois, Fair Square, l'organisation londonienne de défense des droits humains, avait directement saisi la FIFA d'une plainte éthique. Elle soutenait que remettre à un chef d'État en exercice une récompense entièrement nouvelle, décernée pour la première fois et manifestement créée pour l'occasion, constituait à elle seule une violation évidente des règles de neutralité politique inscrites dans les propres statuts de la FIFA. Sur ce point, les textes n'ont rien d'ambigu. L'article 4 indique clairement que la FIFA demeure neutre en matière politique, tandis que l'article 15 de son code d'éthique impose à chaque responsable, jusqu'au président lui-même, de respecter cette neutralité avec de véritables sanctions disciplinaires pour ceux qui l'enfreignent. 7 mois plus tard, Fair Square affirme n'avoir reçu aucune information sur cette première plainte. Un silence qui n'a fait qu'alimenter la nouvelle procédure engagée après l'annulation de la suspension de Balogun.
Les défenseurs d'Infantino au sein de la FIFA font valoir, non sans raison, que l'organisation d'une Coupe du Monde répartie pour la première fois entre les États-Unis, le Canada et le Mexique dans ce format élargi à 48 équipes implique presque nécessairement des contacts avec le gouvernement américain, ne serait-ce que pour la logistique des stades, la sécurité et les visas des supporters et des joueurs en déplacement. La question des visas a d'ailleurs constitué une source de tension discrète mais constante tout au long du tournoi. Des journalistes ainsi qu'au moins un officiel de match se seraient vu refuser l'entrée sur le territoire avant certaines rencontres, et la fédération iranienne avait choisi de n'envoyer aucun représentant au tirage de décembre, invoquant l'absence de garanties suffisantes concernant les visas de sa délégation. Trump lui-même avait renforcé l'impression d'un mélange entre politique et football lorsque, plusieurs mois avant le début de la compétition, il avait publiquement suggéré que des matchs pourraient être retirés aux villes dirigées par des maires démocrates s'il anticipait, selon ses propres termes, le moindre signe de problème. Cela ne prouve aucune faute dans une décision arbitrale précise, mais cela explique la réaction européenne rapide et coordonnée lorsque la suspension de Balogun a été levée quelques jours avant le Rouge d'Embolo. L'UEFA critique rarement en temps réel les procédures disciplinaires de la FIFA. Pourtant, elle a qualifié l'annulation d'incompréhensible en environ une journée. Cette vitesse suggère qu'elle surveillait déjà le lien entre Infantino et Trump, attendant une décision concrète à dénoncer plutôt que de réagir abstraitement à une amitié jugée déplacée. Il faut également rendre justice à l'autre lecture de cette histoire, car tout le monde ne considère pas que ces décisions étaient réellement erronées. Plusieurs spécialistes du règlement ayant examiné le ralenti d'Embolo image par image ont conclu que, prise isolément et débarrassée de tout le contexte environnant, la seconde carte jaune était presque certainement justifiée. Embolo semble effectivement commencer à tomber une fraction de seconde avant le véritable contact de Paredes, et une simulation dans la surface de réparation correspond exactement au type d'erreur manifeste que l'assistance vidéo a été conçue pour corriger. Freuler, Xhaka et Yakin n'ont jamais vraiment reproché aux arbitres d'avoir vu quelque chose qui n'existait pas. Leurs plaintes portaient sur le moment choisi, sur la proportionnalité et sur une règle si obscure que même un sélectionneur présent en quart de finale de Coupe du Monde ignorait son existence jusqu'à ce qu'elle mette fin au tournoi de son équipe. Cette distinction traverse presque toutes les polémiques. Zetouas, le but algérien, annulé après une révision remontant près de 100 yards et plusieurs passes, se défendait selon les règles sur les mains et les fautes, même si le stade avait l'impression que des officiels réécrivaient l'histoire depuis une autre pièce. Chaque décision isolée résiste au règlement. C'est lorsque 6 s'additionnent au profit de la même équipe que surgissent les mots « truqué »,« dictature » ou « chez Blatter », quelque chose proche des deux. Pour Gianni Infantino, le moment pourrait difficilement être plus mauvais. Il aborde la dernière ligne droite de la première Coupe du Monde, organisée dans 3 pays, un événement qu'il présente depuis des années comme le sommet de sa présidence. Pourtant, au lieu de monopoliser les gros titres avec des records d'affluence, il doit répondre à des plaintes éthiques officielles, émanant d'une instance qui dispose d'un véritable pouvoir disciplinaire sur sa personne. Infantino occupe en effet l'un des rares sièges de membre individuel du Comité international olympique qui lui a été accordé en 2020. La commission d'éthique du COO peut donc enquêter et, en théorie, recommander des sanctions indépendantes de toutes les procédures internes à la FIFA. Autrement dit, il ne peut pas simplement attendre que la polémique s'éteigne, comme il l'a fait lors de précédents conflits. Sepp Blatter, qui observe tout cela depuis les marges d'une suspension dont il ne s'est jamais complètement affranchi, ne possède lui-même qu'une autorité morale limitée, et ses détracteurs se sont empressés de le rappeler lorsque ses propos ont circulé. Mais sa manière de présenter les choses a marqué les esprits pour une raison. Selon lui, la présidence moderne de la FIFA s'est éloignée des contre-pouvoirs institutionnels qui donnaient autrefois le sentiment que les grandes décisions appartenaient à une fédération et non aux relations personnelles d'un seul homme. Que cette critique soit ou non entièrement juste envers Infantino, elle reprend presque mot pour mot le langage employé quelques semaines plus tard par Neville
à propos d'un graphique de hors-jeu manquant, puis d'un carton rouge à Kansas City. Deux hommes qui n'ont pratiquement rien en commun ont choisi le même mot à quelques mois d'intervalle pour décrire deux griefs totalement différents. La suite dépendra sans doute moins d'une révision précise que des demi-finales. L'Argentine avance vers les derniers tours, et si les décisions techniquement défendables mais désastreuses pour l'image continuent, Collina et Infantino devront davantage expliquer leur méthode plutôt que défendre son intégrité après coup. Les eurodéputés ont déjà montré qu'ils passeraient des lettres aux plaintes devant des instances extérieures sans attendre que la FIFA se contrôle elle-même. Pour la Suisse, le tournoi est déjà terminé et aucune plainte éthique déposée à Genève n'y changera quoi que ce soit. Son exploit, atteindre un quart de finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 72 ans, méritait d'être retenu pour le football lui-même, pour la finition pleine de maîtrise de Ndoye, pour le leadership de Xhaka tout au long de la compétition, pour la présence constante de Freuler au milieu de terrain, forgé au fil de plus de 300 apparitions en Premier League. Au lieu de cela, ce parcours restera probablement associé à 4 mots prononcés par un capitaine qui essayait encore de comprendre ce qui venait d'arriver à son équipe. À 11 contre 11, on les avait. Et à un mot employé quelques semaines plus tôt par un consultant qui ne parlait même pas encore de ce match précis, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait déjà trouvé celui qui allait tout résumer.